Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce forum d'échange. Ça se discute. Nos invités sont déjà en plateau. Toutes nos excuses pour ce léger gap. Nous avons connu quelques difficultés techniques. Le temps de les résorber. Merci de votre patience. Je vais commencer par saluer Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir François-David Noumon, bonsoir au plateau et à tous les téléspectateurs tous qui nous suivent. Vous êtes juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Sophonie Jed Kaboudé depuis Paris, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir au plateau. Vous êtes économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Et sur ce plateau, Mohamed Diamidi, vous êtes analyste politique et expert en communication digitale et éditoriale. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir au plateau. Voilà, c'était dans l'air du temps. Cela a été ensuite acté par un communiqué de la fête du Vaudou au Vaudou Days, 2 jours de célébration plutôt qu'un. Les 9 et 10 janvier, le Bénin a envie d'une véritable programmation culturelle autour de ce marqueur, de cette identité collective qu'est le vaudou. Julio Tometti, comment appréciez-vous cette idée, cette nouveauté? Comme vous l'avez dit, c'est notre traditionnelle fête de Vaudon qui se réinvente. Vous le savez, depuis l'instauration de cette fête, on le pratique tant bien que mal. Ce n'est que l'aspect culturel ou endogène, tous les 10 janvier que nous avons. Et il faut dire qu'à un moment donné, ça a même commencé à perdre un peu de son... C'est superbe. Voilà, et donc... et il fallait réinventer cela. Réinventer en l'inscrivant en fait dans le rang des manifestations artistiques et culturelles endogènes, d'accord, dont le Bénin peut profiter d'abord pour vendre sa culture et notamment pour davantage ancrer cela dans le cœur des Béninois. Et donc c'est un projet assez ambitieux et comme je le disais tantôt à quelqu'un, peut-être que du notre 10 janvier, nous allons passer peut-être du 9 au 10. C'est comme si c'est devenu 2 jours, mais en fait, en termes de manifestation, c'est bien sûr toujours le 10, mais en fait, aujourd'hui, en fait, les manifestations à partir de 2024 tiendront sur 2 jours. Pour ce que nous savons, c'est d'abord Ouida et on fait une première expérience, on voit ce que ça va donner pour mieux éventuellement voir comment organiser les fois à venir. Mais déjà, en fait, comme vous le dites, c'est une réinvention de notre fête nationale de Vaudou. Et pour moi, le nom est encore bien choisi, Vaudou Day. Ça fait bien marketing, ça fait beaucoup plus vendre, puisque au-delà de tout, en fait, c'est l'autre objectif, ça, vendre notamment la culture béninoise un peu partout dans le monde. Donc ça ce sera également une manière, en fait, inscrite en fait dans les mécanismes d'attraction en fait que le gouvernement met en œuvre pour davantage capter l'attention sur en fait notre tourisme, notre culture et l'art, ce que nous avons en fait de particulier et de cher à vendre. Sophonie Jed Kaboulé, une initiative qui sonne très internationale, qui sonne marketing, comme Julio Tometti le dit, mais pas que ça. Absolument, pas que ça. C'est une belle initiative que la ville de Ouida aura l'occasion d'accueillir, n'est-ce pas? Et comme disait précédemment mon cher ami Tometti, c'est une version augmentée de la fête du Vaudou. Et pendant 2 jours, Ouida va se transformer en un véritable épicentre de culture. Et le programme annoncé me paraît, enfin, ça donne envie, quoi. Je ferai tout pour me rendre disponible pour participer au Vaudou Days, parce que j'ai compris que l'expérience qui est construite, en tout cas qui est envisagée pour les Vaudou Days, c'est
un voyage à travers toute la ville de Ouida. Les gens seront guidés dans des espaces où il y a des chants, des danses vaudou, des rythmes vaudou. Et puis, il y aura des festivités qui vont se dérouler sur la plage de Ouida, là, à proximité de la porte du non-retour. Et puis, tout ça, il y aura des animations, des stands d'artisanat, il y aura des concerts, des spectacles. Ah non, ça donne vraiment envie. Et je dois dire que le Bonde, c'est juste le début d'une série d'initiatives, si vous voulez. Le gouvernement a déjà annoncé la construction prochaine de musée international du Vaudou, la création de la route des couvents vaudou. Donc tout ça est dans le pipe. Ce sont des produits touristiques innovants. Donc tout ça me paraît très, très, très positif. Et évidemment, sur le plan économique, parce que moi, c'est quand même ce qui m'intéresse, sur le plan économique, les Vaudou Days vont nourrir un certain nombre de business dans l'artisanat, l'hôtellerie, le transport. Je pense qu'il va y avoir comment dire, un boost de ces secteurs-là. Et tout ça s'inscrit dans une économie du tourisme national. Je vous rappelle que le tourisme au Bénin, c'est 600 000 touristes par an, avec des recettes de 300 millions de dollars, donc à peu près 2,5% du PIB et 50 000 emplois. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Donc le tourisme au Bénin, c'est 2,5% du PIB. Alors l'objectif, c'est de faire passer le tourisme à 5% du PIB. Et d'ailleurs, le gouvernement a mis en place un plan de développement du tourisme, n'est-ce pas, qui vise à passer de 600 000, à peu près 600 000 touristes par an à 1 million de touristes par an d'ici 2030. Donc il y a là, comment dire, la construction des infrastructures d'hôtellerie, de routes, etc. Tout ça rentre dans le développement de la capacité touristique du Bénin. Et puis, bon, on va faire un pas de côté pour parler comment dire, de ce qu'on peut aussi entrevoir sur le plan politique. Sur le plan politique, non seulement on vend le Bénin à l'extérieur, et puis il y a un mythe qui est détruit, qui est que chaque régime fait la politique de la tabula rasa quand il arrive. Ce n'est pas vrai, parce que c'est à Ouida que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a lancé la fête du Vaudou en janvier 1993. Ce rendez-vous national se tient chaque 10 janvier. Aucun régime ne l'a remis en cause. Donc, vous voyez que la continuité de l'État, là aussi, est quelque chose de présent. Et puis, chaque régime essaie de doper cette initiative comme il fait. Oui, de doper cette initiative, pour le coup, c'est une initiative qui peut-être est à la hauteur de l'idée du Bénin que le gouvernement et son chef, le président de la République, se font. Absolument. Et c'est clair que en ce qui concerne cette idée, et précisément ce pan de notre culture, il y a vraiment cette continuité. Et c'est par cela que moi j'allais commencer, si même je n'avais pas évoqué cet aspect. C'est-à-dire qu'après que le président Soglo a eu l'initiative de la chose, a lancé ça en 1993, le régime qui a suivi, il n'y a pas eu changement, même s'il n'y a pas eu grand engouement pour la chose. L'autre régime qui a suivi aussi, bon, entre-temps, on est même allé du fait du vaudou vers la fête des religions endogènes. C'est-à-dire que ça s'est beaucoup plus élargi, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que les gens ont fini par comprendre que c'est quelque chose qu'on peut extérioriser. C'est quelque chose qu'on peut se sentir fier de manifester. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on devrait cacher, c'est pas quelque chose, on ne devrait pas s'en cacher. Donc on ne fait pas là. Et avec le gouvernement l'actuel gouvernement, on en arrive au Vaudou Day, c'est-à-dire qu'on arrive beaucoup plus à labelliser la chose. Et donc, aller vers une certaine exportation, se faire découvrir, se révéler
au monde que nous avons une culture, nous avons quelque chose. D'abord, c'est de dédiaboliser la chose, de montrer que c'est quelque chose de tout à fait exportable, c'est quelque chose que l'on peut, c'est comme une identité culturelle et culturelle. Et donc, on fait ce pas-là, et évidemment, ça permet, déjà, ça dit qu'à côté de ce qui est touristique, ça améliore l'offre touristique du pays et par conséquent, ça fait du bien pour l'économie du pays. Donc, tous ces aspects combinés ne peuvent que traduire le fait que c'est une bonne idée. C'est quelque chose, c'est quelque chose enfin, qui rend beaucoup plus authentique le pays qu'est le Bénin. Et on n'oublie pas ce que l'on est, on n'oublie pas ce qui est le pilier fondamental. Et je pense que simplement c'est quelque chose de bien, d'encourageant et qu'il faut mener la réflexion plus loin et voir tout ce qui est aussi vendable que nous avons, qui est identitaire, qui est culturel et que nous pouvons vendre. C'est déjà génial du fait de trouver qu'on peut améliorer ce qui se faisait pour venir au Vodou-Déisme. Et donc, surtout pour revenir à l'idée de la continuité, que quand quelqu'un initie quelque chose et que c'est bien, nous devons œuvrer, d'abord avoir une vision globale des choses et voir en ce que tous ceux qui nous ont précédés ont fait, qu'est-ce qui est bien dedans qu'on peut garder, chercher à améliorer. Et c'est surtout cet aspect des choses que moi je voudrais nous inviter à beaucoup plus cultiver. Cette culture-là, nous ne l'avons pas vraiment. Il faut que nous allions à cette culture-là, qu'on cesse d'arrimer quelque chose, une initiative à une personne, mais que l'on cherche à voir est-ce que ça ne profite pas au pays. Si ça profite au pays, de chercher à améliorer ça pour que tous ceux qui viendront après puissent prendre le pas de la chose et savoir que c'est comme ça que l'on développe un pays et c'est quelque chose de fondamental. Une identité forte qu'on réaffirme et sur laquelle on veut capitaliser, c'est-à-dire se révéler au monde aussi par notre culture. Tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'on est passé de la fête du vaudou à la fête des religions endogènes. À ce moment-là, beaucoup ont interprété cette nouvelle sémantique comme une façon de noyer le poisson, d'essayer de mettre spécifiquement le vaudou en exergue ou sous boisseau. Là, on revient à l'initiative, à l'idée de départ, c'est-à-dire spécifiquement par rapport au vaudou, en faire une identité claire, nette, dont on peut être fier et qu'on peut célébrer, exporter et faire voir, le faire découvrir aux autres. Oui, en fait, vous le dites si bien, le vaudou, c'est une pratique religieuse ancestrale et un pilier de l'identité béninoise. Et donc, toute autre appellation autre que vaudou ne servira qu'à dénaturer, en fait, fondamentalement, en fait, la représentation même de la chose. Lorsque vous dites faire des religions endogènes à un Belge, il ne sait pas de quoi vous parlez. Bon, en fait, c'est comme à un peu tous les pays du monde, de certaine façon, parce que tout chacun a ce qu'on peut appeler, en fait, ses hérités traditions. Mais quand on parle de vaudou, ça renvoie directement, en fait, à l'Afrique et particulièrement au Bénin. C'est un fort élément d'identité béninoise que nous devons travailler à préserver. Donc, comme je le disais tantôt, c'est vrai. On va pas peut-être aussi juger, en fait, ceux qui l'ont fait. On cherchait toujours à mieux faire, à moderniser. En fait, c'est dans la recherche d'une certaine modernisation l'idée était venue de travailler à annoblir ça. Mais il y avait aussi que, comme tout comme je disais tantôt, il y avait aussi en fait ce regard-là. Il y a un fait qu'il ne faut pas oublier. Hein. Il y a un fait qu'il ne faut pas oublier. Vous savez. Quand on a quitté le régime Soglo, on ne peut pas faire ce débat-là sans le faire. Vous savez, quand on a quitté le régime Soglo, quand est venu au pouvoir en 96, c'était avec la Bible. D'accord? Et donc, vous comprenez un peu, en fait, ce que ça pourrait avoir, en fait, comme impact sur cette fait. Je disais dans ma première intervention qu'à un moment donné, on a même tendance à voir que
ça perd de son charme de certaine façon. Et donc, c'est en fait une réinvention, une réincarnation de notre fête de Vodou Day aujourd'hui. Ça permet en fait d'amener en fait les visiteurs à s'immerser véritablement, fondamentalement dans cette pratique culturelle ancestrale qui est le vaudou et qui constitue, comme je l'ai dit, notre identité. Dans l'autre pôle, c'est en fait la valeur ajoutée en termes de tourisme que ça pourrait ajouter. Comme le disait si bien le chef Kobole tout à l'heure, en fait, c'est, comment dire, tout un attelage qui permet en fait de capitaliser un peu sur tous les plans. Et l'autre chose, de manière factuelle, Ouida particulièrement, c'est une histoire, le vaudou, la fête du vaudou, c'est une histoire qui part de Ouida. Et on ne peut pas dépasser, c'est vrai que Ouida n'a pas seul l'apanage de la question, mais on ne peut pas détacher Ouida de la fête du vaudou. Et si vous voyez un peu en termes d'investissement, d'infrastructure, ce qui a été fait à Ouida au niveau de notre traditionnelle porte du Nord-Retour, si vous voyez, si vous avez été peut-être là-bas il y a cela 2 ans et que vous y allez maintenant, vous allez vous demander si c'était véritablement encore votre porte du Nord-Retour. Non, il y a une transformation, il y a une transfiguration. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et la plupart du temps, les visiteurs Ouida constituent les premières destinations. Aujourd'hui, l'attrait est encore plus fort de cette façon, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés. Et donc, comment faire en fait ces investissements-là en termes d'infrastructure? Ce n'est que par ces mécanismes qu'on pourra véritablement voir en fait quel est le changement qu'on a opéré. Donc, lorsque vous circulez là aujourd'hui, vous sentez que véritablement il y a, comment dire, quelqu'un disait, on a mis les points, on a bien mis les accents et les points sur les lettres, et donc tout était en harmonie pour que véritablement cela se réalise. Ce que nous découvrons aujourd'hui à travers ces communiqués, c'est quelque chose qui était pensé depuis plus de 5 ans, et donc nous sommes en train de voir aujourd'hui en fait les résultats en termes de mise en œuvre. Donc moi, c'est bon espoir que les gens qui nous dirigent soient pour en ce qui concerne cette question-là, soient davantage inspirés et que nous les accompagnons de nos voeux pour que les bonnes ambitions puissent continuer à être réalisées. Sofoni Jet Kaboulé, dans le sillage de cette initiative, vous l'avez effleuré tout à l'heure, on se rend compte qu'au fil du temps, le Bénin se construit au gré des projets, des réalisations dans le secteur, le domaine du patrimoine. Le Bénin se construit une réelle offre touristique à la hauteur de beaucoup de pays africains réputés en la matière. On peut parler du Kenya, du Maroc, de l'Égypte. On n'en est pas encore là, mais on va à une formalisation des circuits touristiques, à une véritable offre touristique qu'on peut mettre sur la table et sur laquelle on peut valablement marketer. Alors, je n'ai pas entendu la fin de la question. Avec cette initiative des Vodou Days, est-ce qu'on n'en arrive pas à à la constitution progressive d'une réelle offre touristique qui peut valablement rivaliser avec d'autres offres déjà bien installées qu'on connaît sur le continent? Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Dans la liste des challenges que le Bénin doit relever, c'est comment dire, la compétition en termes de tourisme avec les pays à côté, au Sénégal, Ghana, Togo, etc. Donc, il y a une compétition qui est saine, et puis chaque pays essaie de jouer sur ses particularités afin d'attirer les touristes. Le Bénin a tout pour réussir en matière de tourisme. On a une histoire riche, très riche même, parce qu'on a joué un rôle clé à une certaine époque de l'histoire, enfin clé dans le mauvais et le bon sens. Et puis, et surtout, on a une diversité géographique qui est phénoménale. On a une diversité dans
façon d'être au monde, dans les genres de vie, dans les genres de vie qui sont absolument remarquables. Et je ne crois pas que ce qui manque au Bénin en matière de tourisme, c'est des choses qui sont très connues. C'est le manque d'infrastructures. Ça a été soulevé dans à peu près tous les rapports sur le sujet. C'est le manque d'infrastructures qui accentue la réticence des gens à organiser des grands événements au Bénin, etc. etc. Quoique ça change aujourd'hui, on voit qu'il y a des concerts des artistes internationaux qui arrivent à faire des concerts au Bénin désormais. Non, je crois que la dynamique est extrêmement positive. Et pour revenir sur le Vodou Days, il faudra quand même que le gouvernement fasse attention à quelque chose, et ça, je ne sais pas comment la Cour constitutionnelle va gérer cette affaire. Il va falloir voir comment afficher le vaudou comme une simple spiritualité et pas une religion. Parce que si c'est une religion, ça viole l'article 2 de la Constitution, hein, qui dit la République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Donc, laïque, si l'État est laïque, pourquoi devrait-il, monter en épingle, voilà, faire la promotion, bien que cette religion pourrait permettre le développement du tourisme, n'empêche que faire la promotion d'une religion, n'est-ce pas un parti pris de l'État. Donc, il va falloir quand même présenter la chose comme une espèce de fête dénuée de religiosité. Et ça va être une danse pas facile, parce que ça va être une danse d'équilibristes. Voilà, c'est un point qu'on ne soulève pas beaucoup, mais qui me paraît très important. Voilà. Et bon, on a un juriste sur le plateau, donc. Il répondra tout à l'heure. Mohamed Liamini, là pour le coup, on a tout, comme il vient de l'évoquer, pour présenter une offre crédible à l'international. Et si tous les projets qui sont dans le pipe, comme il dit, arrivent à se réaliser, les différents musées, les différents sites qui sont réhabilités, les différents circuits touristiques, hein, du nord au sud, on peut véritablement réaliser le rêve d'en faire un puits de valeur ajoutée pour l'économie. Absolument. Ajouter à tout cela le vieux projet, la route des pêches qui se poursuit. Et donc, tout cela fera un ensemble, un package d'offres touristiques que l'on peut, c'est-à-dire que mettre à la disposition du grand public. Et les gens peuvent venir de partout au monde pour venir ça. Et dit même que l'offre touristique, en fait, c'est un domaine dans lequel le besoin, il y en a toujours, c'est-à-dire que ça ne chôme pas. Pourvu que ça existe, pourvu que les gens ont la possibilité. C'est-à-dire qu'en facilitant aussi les moyens, par exemple, les problèmes de visa et autres. Toutes ces conditions, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de conditions et de décisions qui ont été prises et mûries et qui font que la chose serait beaucoup plus facile, faciliter la chose et amener les gens à adhérer à cet idéal-là. Et donc, permettre aux gens de découvrir autrement ce pays-là. Et nous permettre aussi de trouver notre place au sein de tout le pays, qui puisse avoir quelque chose qui nous permet de nous identifier, qui puisse avoir quelque chose qui nous permet de nous positionner globalement sur le marché. Et qu'on puisse dire, bon, même si on n'est pas fort dans tout, bon, au moins dans tel secteur, si vous voulez, il y a tel pays qui permet de... Et à partir de là, que nous puissions aussi avoir cette identité-là, que les gens puissent aussi nous connaître dans le monde. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait formidable. Et il faudra
en plus de ce qui est fait là, aller explorer d'autres potentiels aussi touristiques que nous avons dans le pays. J'ai cité la crue de Gambier, par exemple, et d'autres sites touristiques ou des sites qui ont des histoires que l'on peut raconter, amener des gens à connaître, qui sont des histoires propres à notre pays. Il y a des sites, par exemple, aussi il y a du côté de Porto-Novo. Et donc, faire et voir maintenant c'est-à-dire qu'une sorte de connectivité entre ces espaces que moi j'appelais espaces touristiques et culturels, là, c'est-à-dire que de Ouida, c'est-à-dire qu'on veut aller de Ouida, par exemple, à Gambier, à Porto-Novo, essayer de trouver ce moyen-là de raccorder, de connecter, faciliter en termes d'infrastructure et tout ce qu'il faut pour rendre ce grand espace-là, je dirais, attractif, de sorte que l'offre soit beaucoup plus améliorée, amener les gens à venir découvrir, enfin, comment je vais dire, tous ces merveilles-là que nous avons au Bénin et qui constituent évidemment notre richesse et ce qui ferait forcément du bien à l'économie. Dans tous les cas, en allant, en se professionnalisant de cette manière, la chose de cette manière, ce n'est que le pays qui gagnera. Et évidemment qu'il y aura des emplois et que chacun pourrait se redéfinir en fonction de ça et voir quel est le profit que chacun, en fait, tous ceux qui ont du potentiel, tous ceux qui peuvent offrir des services pourront tirer de cela et globalement c'est le pays qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Voilà, rapide. Vous avez une réponse pour... je vous ai dit à l'endroit de chef Koboudé, bon, il le sait, hein. En fait, la laïcité implique deux éléments. Le premier vis-à-vis du citoyen, c'est la liberté de pouvoir manifester sa croyance, de pouvoir pratiquer et manifester sa croyance religieuse en respect de l'ordre public. Deuxième implication, c'est la neutralité en fait, de l'État en fait, dans cette manifestation-là. La neutralité de l'État peut être vue sur deux aspects. C'est d'abord un détachement, d'accord, et un traitement égalitaire. Détachement, c'est que l'État se détache complètement de la chose religieuse. Deuxième chose, l'intervention de l'État doit être quelque peu équitable pour ne pas laisser croire d'une certaine façon que l'État entretient telle religion plus que telle autre. Et dans notre contexte, dans le contexte béninois, nous avons fait un débat ici la dernière fois. L'État a pris l'option, en fait, non pas de détachement, mais considère en fait la chose religieuse comme un moteur de développement si on sait bien l'utiliser. C'est pourquoi vous verrez l'État, quand on dit l'État, toute la composante, aussi bien s'impliquer dans les affaires religieuses, ce qui concerne le catholicisme, en ce qui concerne en fait la religion musulmane, quand il y a des difficultés, l'État intervient. Sinon, on se demandera à quoi bon l'État organise et accompagne, par exemple, le pèlerinage à la Mecque, la religion catholique, ainsi de suite. Donc, c'est un peu en fait la manifestation de l'État en fait en ce qui concerne de manière égalitaire en ce qui concerne chaque religion. C'est vrai, l'égalité sera toujours relative, mais en fait l'État n'a pas jusque-là, l'État béninois n'a juste pas montré en fait une prédominance en fait d'une religion par rapport à une autre, et c'est ce qui garantit en fait la laïcité, principe cher aux constituants de 90. Voilà, nous allons... Cette notion de laïcité m'avait... Enfin, j'avais une réflexion, mais en même temps, en ramenant ça sur le terrain de la laïcité, je me suis demandé, est-ce que, par exemple, et là c'est une idée que j'ai toujours pensé, est-ce qu'en réfléchissant, par exemple, comme on est en train de faire le Olden Days, en réfléchissant à pouvoir transformer aussi le pèlerinage, par exemple, c'est-à-dire que ce que les célestes font là, et ça, vous savez qu'à l'occasion de ce pèlerinage en décembre, les gens viennent de partout dans le monde, de tous les pays, puisque c'est une religion, et ils viennent. Moi, je me suis toujours demandé, mais l'État pourrait en tirer quelque chose en termes d'économie de tout, parce que si l'on améliore, c'est-à-dire qu'on crée les conditions d'hébergement, de tourisme, de visite et tout, ça pourrait faire des revenus à l'État, et l'État pourrait en tirer profit. Mais est-ce qu'en faisant cela, est-ce qu'en créant ces conditions en tirant profit, est-ce que
cela pose le problème de la laïcité. C'est là où je me suis souvent arrêté dans ma réflexion. D'ailleurs, l'État intervient, et bien, actuellement, c'est rien que sur l'aspect sécurité pour pouvoir mieux l'organiser. Bon, ce sera un débat intéressant pour d'autres plateaux. Nous allons rapidement évoquer un autre sujet avant de clore ces échanges. Nous allons parler de Guillaume Soro qui fait l'actualité, je ne dirais pas malgré lui, parce qu'il y a quelques semaines, on a eu vent d'une histoire, d'une supposée, en tout cas d'une arrestation, une tentative d'arrestation de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire en Turquie. Finalement, Guillaume Soro est sorti du bois il y a quelques heures, hier, pour proclamer la fin de son exil et son désir de rentrer sur sa terre d'Afrique, pas spécifiquement en Côte d'Ivoire, mais rentrer en Afrique. Aujourd'hui, on l'a aperçu être reçu par l'homme fort, le nouvel homme fort de Niamey, le général Tiani. Alors, Sofoni Kabouré, comment vous observez un peu toute cette petite séquence autour de l'autre, l'homme fort de Côte d'Ivoire, on va dire? Oui. Alors, si vous voulez, tout a commencé dimanche soir. Quand il a publié une vidéo sur Facebook et il dit mettre fin à son exil. Donc, en fait, c'est une fin d'exil autoproclamée. Parce que, pour des raisons diverses et variées, il a dit qu'il avait le mal du pays, que c'était pénible de vivre loin de sa terre natale d'Afrique. Bon, il n'a quand même pas précisé la date à laquelle il allait retourner en Côte d'Ivoire, où il est quand même sous le coup d'une condamnation à perpétuité. D'abord, en 2020, oui, d'abord en 2020, il avait déjà été condamné pour 20 ans de prison pour recel de détournement de données publiques. Ensuite, en 2021, juin 2021, il a été condamné, mais cette fois-ci à perpétuité, pour atteinte à la sûreté de l'État. Bon, qu'il veuille mettre fin à son exil, grand bien lui fasse. Encore faut-il trouver les modalités de son retour en Côte d'Ivoire. Parce que son objectif, je ne crois pas que c'est de rentrer en Afrique et de traîner dans les pays de la sous-région. Son objectif, il est clair, c'est de retourner un jour dans son pays et évidemment de continuer à nourrir ses ambitions présidentielles qu'il n'a jamais cachées depuis plusieurs années. D'ailleurs, un des éléments relève les spécialistes, un des éléments qui aurait conduit à sa rupture avec le clan Alassane Ouattara. Donc, clairement, il va y avoir, on ne sait pas ce qui va se passer. Actuellement, il est au Niger, donc il rencontre un chef d'État qui, je vous rappelle, n'est pas reconnu par la CEDEAO. Et donc, est-ce que c'est un pied de nez à la... On peut lire, n'est-ce pas, quelque chose de ce genre. Parce que pourquoi aller dans un pays, aller voir un président de transition, donc qui n'est pas un président élu, c'est un président de transition, pour montrer qu'il a encore une espèce de soft power dans la sous-région, peut-être. Et j'espère pour lui, vraiment, qu'il va pouvoir retrouver ses activités, notamment politiques, dans son pays, parce que l'exil, clairement, ce n'est pas quelque chose de simple. Et puis, répondre à la justice de son pays aussi n'est pas non plus, n'est pas plus mal. J'ai suivi tout ça
avec beaucoup de, je ne sais pas ce que je vais dire, hein, et ça m'a fait sourire. Parce que quand vous voyez la façon dont les choses se passent, bon, on se demande. Je n'ai rien à prendre à Guillaume Soro, mais pour moi, il est clair que le chemin de son retour, de là où il était, vers Abidjan, je ne pense pas qu'il y a un escale sur Niamey. Enfin, je peux me tromper, mais moi, je ne le pense pas. Niamey qui, en ce moment où, vous avez dit, je ne mets l'homme fort de Niamey, le général Tiani, qui n'est pas forcément, enfin, je peux même le dire comme ça, qui n'est pas en odeur de sainteté avec le président Ouattara. Et donc, dans les conditions où se trouve aujourd'hui Guillaume Soro, avec les condamnations qu'on a appelées 20 ans d'abord, ensuite condamné à perpétuité, et donc il est sous le coup d'une condamnation, et peut-être même qu'il y a encore des affaires là qui l'attendent. Donc, dans des conditions comme ça, quand on veut rentrer au pays, c'est pas par ce chemin-là qu'on prend. Il faut, évidemment, tout le monde sait comment ça se passe. Il faut une médiation, il faut des interventions, il faut des gens qui puissent parler au président Ouattara, qui puissent lui permettre de rentrer au pays. Parce que si aujourd'hui Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire, celui qui permettra que Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Et quand on veut ça, et que je ne sais pas s'il a eu à prendre d'autres contacts, mais ce qu'il a bien voulu qu'on puisse voir, ce que nous avons vu, c'est c'est ce qu'on a vu là avec le général Tiani. Et donc, si il pense que la personne la mieux placée pour pouvoir lui faciliter l'accès vers la Côte d'Ivoire est le général Tiani, moi, enfin, sauf erreur de ma part, je pense qu'il est sceptique. Il se trompe de chemin. Il ferait mieux de lorgner peut-être du côté, je ne sais même pas, peut-être du Sénégal, ou peut-être encore mieux du Bénin. Je pense donc, mais passer par Niamey, l'intervention du général Tiani qui n'est pas en odeur de sainteté, je ne vois pas le président Tiani, enfin le général Tiani, je dirais. Bon, oui, en même temps, quand il a parlé de retour d'asile, il n'a pas dit retour en Côte d'Ivoire, il a dit retour sur sa terre d'Afrique. Donc, ça offre beaucoup d'autres possibilités. C'est des jeux de mots. Là d'où il est parti, c'est de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas en Afrique un peu partout, il était en Côte d'Ivoire. Et ses ambitions sont en Côte d'Ivoire. Il ne nourrit pas l'ambition d'être quelque chose au Niger, ni au Burkina, ni au Togo, ni au Bénin. Donc ça se passe pour lui. Pour lui, s'il y a quelque chose, ça se passera en Côte d'Ivoire. Et donc voilà. Sur l'autre métier, comment appréciez-vous cette séquence? D'abord, il faut dire, en voyant la vidéo de Guillaume Soro, ça m'a conforté dans la truc là de ce que l'exil n'a jamais été une chose facile. J'ai vu un Guillaume Soro très diminué, et presque vieillissant d'une certaine façon. Ce n'est pas le Guillaume Soro que nous connaissions ça. Et il faut dire, ce qui s'est passé, ce n'est pas le dimanche, pour rectifier un peu, c'était depuis, ça fait une semaine maintenant, que l'actualité a commencé par se nourrir en fait de Guillaume Soro. Mais sa vidéo, c'était hier. Oui, non. Avant hier, il s'était déjà annoncé. Comme quoi une tentative d'enlèvement en Turquie ainsi que ces gens du GPS avaient annoncé d'une certaine façon. Donc il a profité de ce vent-là pour dire un peu comment aujourd'hui il compte rentrer en tout cas, sa volonté de pouvoir rentrer au Bécaye. Nous avons vu au Tchad la dernière fois, il y a eu, j'ai oublié son nom, l'opposant là. Succès Masra. Voilà. Vous savez, c'est la même démarche. En fait, il y a une démarche pour lorsqu'on est sur le cours d'une condamnation pareille, les acteurs politiques et les faits qui vous sont reprochés sont du relan, en fait, des positions politiques affichées. Les voies diplomatiques s'offrent en fait pour l'intéresser, pour pouvoir faire tout cela. Et je pense que ce que fait Guillaume Soro, peut-être qu'il fait c'est en fait faire un peu la main à la communauté internationale pour que, en fait, puisque c'est comme si on a tendance à commencer par oublier Guillaume Soro, ce n'est pas bon pour l'homme qu'il est. Et donc, il faut qu'il tente quelque chose pour, se repositionner, pour se repositionner, revenir dans le discours. Et susciter un peu la compassion de la communauté internationale sur les questions de liberté, de droits de l'homme, de démocratie,
pour que véritablement on puisse agir d'une certaine manière ou d'une autre, pour qu'il puisse avoir l'opportunité de rentrer au pays, bien entendu, avec la bénédiction du président, puisque c'est au président que s'offrent en fait les possibilités de remise de peine, quelle que soit en fait la nature, le dispositif juridique existe dans cette matière-là. Donc, mais l'autre chose, c'est la destination. En fait, il a voulu utiliser le contexte de quelque peu délétère aujourd'hui entre en fait le Niger et les États de la communauté CEDEAO, parce que vous savez que la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, fait partie de ces États-là aujourd'hui qui portent en fait la voix de la CEDEAO, c'est-à-dire les positions de principe par rapport à ça. Et je pense qu'en fait que le fait, est-ce que ça ne permet pas de radicaliser davantage en fait les positions, parce qu'on dit l'ami de mon ennemi est mon ennemi, et donc Guillaume Soro qui n'a trouvé un pays d'accueil que le Niger, je me demande est-ce que ça va véritablement le servir dans ce sens-là, ça ne va pas faire crisper davantage les positions. Mais je pense que Guillaume Soro c'est un acteur politique de très longue date. Je n'ai pas le sentiment qu'il fait les choses au hasard. Il doit l'avoir analysé, le pour et le contre, et il sait forcément où il va et quel chemin emprunter pour y aller. Donc, j'espère pour lui que ses prévisions, ce qu'il a prévu pour lui-même, ou sa stratégie qu'il entend mettre en œuvre, prospérera. Mais de toutes les façons, il faut le reconnaître, moi je vous l'ai toujours dit, les îles n'est pas une chose facile. Et en tant qu'acteur politique, moi, je dis toujours, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse reprocher, en fait, les faits politiques, il faut les analyser avec circonspection. Et l'utilisation de l'appareil judiciaire aussi dans les effets politiques, je ne veux pas donner mon opinion, mais véritablement, Guillaume Soro n'est pas un condamné ordinaire, et il faut tenir compte de ça, en fait, dans la suite des événements. Voilà. Sofoni Jet-Kabouré, pour finir, comme Julio vient de le dire, on peut se dire que l'ex-leader de la FECI, l'ex-patron des forces rebelles, l'ex-premier ministre, l'ex-président de l'Assemblée nationale, en tout cas, l'ex-homme fort des forces nouvelles, des COMZONE, en tout cas, pour énumérer ces multiples casquettes, on peut dire qu'il vraisemblablement, il doit avoir un plan. Oui, la volonté de M. Guillaume Soro, c'est clairement de rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, c'est comme ça. La question est de savoir quand. Est-ce qu'il a la main sur cette décision? Je ne crois pas, parce que aujourd'hui, s'il rentre en Côte d'Ivoire, ce qu'il attend, c'est moins un garba qu'une condamnation à perpétuité. Donc, je crois que il faut... il a la force de la volonté. Voilà. Il a la force de la volonté, il essaye de montrer, déjà de revenir dans le débat public. On parle de lui, la preuve, on en parle ce soir. Et puis ça fait monter encore un peu plus l'engouement autour de lui. Ses partisans vont peut-être se réveiller un tout petit peu. Et puis on verra. La réalité, c'est la grande question, c'est est-ce qu'il aura le courage de rentrer en Côte d'Ivoire? C'est la question à 1 million d'euros et à laquelle je n'ai pas de réponse. Pour finir. Il ne faut pas oublier le contexte politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes vers la fin du mandat de Ouattara, et donc ça peut être aussi une stratégie politique pour peser dans la masse au cours des élections présidentielles qui pourrait permettre peut-être de le légitimer. On ne sait pas en fait où le pouvoir ou comment le pouvoir pourrait se balancer. Tout peut se jouer. Donc Guillaume Soro se repositionne dans la perspective de fin du mandat de Ouattara aussi. On verra bien. Les dés sont lancés, on verra de quelle face apparaîtra à la lumière du jour. On va suivre cette question, et évidemment, et si besoin, en parler de nouveau sur le plateau et ça se discute, ou à l'occasion d'autres plateaux spécifiques. Merci de nous avoir suivis. Merci Sofoni Jet-Kabouré. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Mohamed Liamidi, analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale.
général. Et enfin, Julio Tometti, juriste, analyste politique et gérant du cabinet, juriste et associé. Merci pour vos analyses. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons ce soir ici. Et vous pouvez retrouver ces échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte X ETélé Live, notre page Facebook ETélé en direct et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. À demain pour d'autres développements.